Cette vidéo est consacrée à la comptabilisation des logiciels et des sites internet. Dans un premier temps, nous analyserons le cas de figure de l'acquisition de logiciels et de sites internet. Dans un second temps, nous verrons le cas de figure des logiciels et sites internet créés. Commençons donc par l'acquisition d'un site internet ou d'un logiciel, et donc on va se poser la question de savoir si on l'enregistre en immobilisation ou en charge. On va donc se poser la question de savoir si c'est une immobilisation incorporelle, et pour cela, dans un premier temps, il faut que ça réponde à la définition d'un actif. Définition d'un actif qui apparaît dans l'article 211.1 du PCG et qui dit succinctement qu'un actif est un élément identifiable du patrimoine qui a une valeur économique positive pour l'entité. Donc il faut être capable d'identifier, de séparer en fait ce logiciel ou ce site internet, et il faut qu'on puisse le maîtriser pour pouvoir identifier les flux économiques futurs. Ça doit également répondre aux conditions pour que ce soit comptabilisé comme un actif, ça c'est l'article 212.1 du PCG, qui dit en substance qu'il est probable que l'entité bénéficie d'avantages économiques futurs correspondant ou du potentiel des services attendus, donc il faut qu'on puisse bénéficier de ce que ça va générer. Et deuxième chose, et ça c'est très important, il faut que son coût ou sa valeur puisse être évalué avec une fiabilité suffisante. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas capable de donner une valeur avec des éléments de preuve à ce site internet ou ce logiciel, on ne pourra pas être en mesure de comptabiliser ce logiciel ou ce site internet comme un actif. À cela, on précise donc que ces sites internet ou ces logiciels ont une nature incorporelle, donc ces actifs seront donc des actifs incorporels, des immobilisations incorporelles, si ça répond à toutes ces conditions. Et une dernière chose, étant donné qu'on parle d'immobilisation, il faut que la durée d'usage estimée, au moins au départ, soit supérieure à 1 an. C'est-à-dire qu'on a prévu d'utiliser un logiciel sur moins d'1 an, on ne parlera pas d'immobilisation, et donc la question ne se posera pas. Parlons donc dans un premier temps de l'acquisition d'un logiciel. Alors attention, généralement lorsqu'on achète un logiciel, on n'achète pas le code, on achète une licence d'utilisation. Alors ça peut arriver qu'on achète le code dans des cas très spécifiques pour des très grosses entreprises, ou pour ce qui peut arriver aussi, c'est sur des applications avec des risques sécuritaires importants, et donc là on achète le code et donc on devient propriétaire, mais généralement en fait on achète une licence d'utilisation. Lorsqu'on achète un logiciel qui se trouve dans le commerce, qui n'est pas dédié, on n'achète pas le code à proprement parler. Deuxième chose, il faut donc faire attention sur la durée de la licence. On a dit qu'on avait une immobilisation que si on avait une durée supérieure à 1 an. Alors il va falloir distinguer d'un côté la durée de la licence et d'autre côté le paiement d'une redevance. Des fois, on a des licences sur 3 ans, mais qu'on va payer en 3 fois. Là, ce qui nous intéresse, c'est bien prendre en considération la durée de la licence, qui doit donc être supérieure à 1 an. Et troisième point d'attention, c'est la valeur pour laquelle on va comptabiliser ces logiciels. On va le comptabiliser au coût d'acquisition. Or, pour une immobilisation incorporelle, le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, prix qui est sur la facture classique, on va dire, mais sur la facture, il peut y avoir aussi des frais accessoires, des frais de port, des frais de préparation, des frais nécessaires à l'utilisation du logiciel. Et donc, dans le cas d'une immobilisation, ces différents frais font partie intégrante du coût d'acquisition et donc ne font pas les oublier dans l'écriture comptable. D'où l'écriture comptable qu'on va voir et qu'on réutilisera par la suite, où on va, à la date de la facture, enregistrer un flux entrant, donc un débit dans un compte d'immobilisation incorporel, c'est le compte 205, concessions et droits similaires. Alors si on dit tout ce compte-là, en fait, il est un peu plus important, c'est concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Donc j'ai pas tout écrit. Pour la valeur hors taxe, on a sur ce de la TVA déductible, donc c'est un compte de TVA déductible 44,56 et on met un 2 parce qu'on prend le compte de TVA déductible sur les immobilisations. Et on a une dette envers un fournisseur, c'est un fournisseur d'immobilisation. Si on a un règlement immédiat, on peut enregistrer à la suite le paiement.
Que se passe-t-il pour le cas d'une acquisition d'un site internet? Donc là, il va falloir distinguer deux types de sites, ce qu'on appelle les sites passifs et ce qu'on appelle les sites actifs. Un site passif, c'est un site sur lequel il n'y a pas de vente, c'est ce qu'on appelle aussi un site vitrine. On va faire la promotion d'une entreprise, de quelques produits, mais il n'y a pas la possibilité de vendre. Alors que sur un site actif, c'est ce qu'on appelle les sites d'e-commerce, on a une activité commerciale, on a de la vente et on va générer du coup des flux économiques futurs qu'on va pouvoir identifier assez facilement, alors que dans le site passif, c'est plus compliqué. D'où le fait que pour le cas de site vitrine où il n'y a pas de vente, on va enregistrer en charge, alors que lorsqu'on a un site internet actif e-commerce avec des ventes, de l'activité commerciale, on va considérer que c'est une immobilisation puisqu'on est capable d'identifier que ça va nous générer des flux économiques futurs. En termes de comptabilisation, le schéma d'écriture est un débit d'un compte 604, achat d'études et prestations de services dans le cas d'un site passif. C'est une charge. Et dans le cadre d'un site actif, on va retrouver l'écriture comptable qu'on a vue précédemment, à savoir un débit du compte 205, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Que se passe-t-il donc sur ces dépenses liées au site internet que ce soit actif ou passif? En effet, il y a les dépenses liées à l'acquisition, il y a des dépenses qui sont liées à ce site internet, en particulier le nom du domaine, les frais d'hébergement du site, les frais de maintenance. L'ensemble de ces frais en fait ne sont pas des actifs et donc le nom de domaine, vous pouvez l'enregistrer dans le compte 651, redevance pour concession, brevet, droits similaires, etc., etc. En fait, le nom du domaine, vous allez payer chaque année pour que votre nom de domaine soit protégé, c'est-à-dire que ce soit que vous qui l'utilisiez et donc qu'il soit renouvelé, que personne ne puisse vous le prendre et qu'il ne disparaisse pas. Les frais d'hébergement de site, en fait, vous allez payer quelqu'un qui va héberger, c'est-à-dire qui va stocker les lignes de code de votre site. Et donc vous, en fait, louez un espace en ligne. C'est le même principe que lorsqu'on a du stockage en ligne, du cloud. Hein, on loue un espace, vous jouez un box de stockage de données. C'est un petit peu ça. Et puis les frais de maintenance, en fait, vous allez payer pour que quelqu'un mette à jour votre site. C'est des dépenses de publicité ou des frais de prestation de service, comme on a vu dans le cas d'un site passif. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque on parle d'un site internet actif créé ou d'un logiciel créé. On va rester cette fois-ci sur les sites internet actifs. On a vu que les sites internet passifs, c'était des charges, on ne reviendra pas dessus. Quelles sont les règles de comptabilisation d'une création en interne d'une éventuelle immobilisation? En fait, pour les sites internet et les logiciels, on va reprendre grosso modo les règles qui sont liées aux frais de recherche et développement, à savoir que on a d'un côté des frais de recherche et de l'autre côté des frais de développement. Les frais de recherche où on se pose la question, c'est est-ce qu'on va mettre un site internet, quelle solution, quelle entreprise qui va le faire, etc. Donc ce sont des frais de recherche et c'est considéré comme des charges. Et les frais de développement, c'est je développe mon code, je produis en fait mon site internet jusqu'à la mise en ligne. Ça correspond à des frais de développement. Et la méthode préférentielle, on a le choix, mais la méthode préférentielle est d'activer ces frais de développement. Pour vous référer un petit peu aux règles de comptabilisation, vous pouvez aller voir les articles 611.2 et 612.1 du PCG et grosso modo qui reprennent les règles d'activation de ces frais. Grosso modo, quelles sont les conditions? Premièrement, il faut qu'il y ait de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va permettre de justifier le fait qu'on est dans la catégorie de frais de développement, c'est-à-dire qu'on sait que on va le mettre en production et que ça va devenir une immobilisation. Deuxièmement, il faut avoir la volonté de produire ce logiciel et surtout de s'en servir durablement, c'est-à-dire que c'est pas de la revente, c'est de l'utilisation, c'est de l'immobilisation parce que c'est plus d'1 an. Et troisième chose, pour que ce soit comptabilisable, il faut être capable de donner une valeur, donc une évaluation fiable du coût de production. Donc on va voir maintenant les coûts de production, comment est-ce qu'on les détermine. On va voir dans un premier temps pour les logiciels, on verra ensuite pour le site internet. Ces logiciels sont créés généralement dans les entreprises et sont organisés sous la forme de gestion de projet. Et donc en fait, on va retrouver dans les phases de production de ce logiciel les différentes phases de gestion de projet, à savoir au départ une phase conceptuelle. Dans cette phase conceptuelle, on va commencer par ce qu'on appelle une étude préalable, une étude de faisabilité, où en fait on ne sait pas si on va se lancer dans la création du logiciel
logiciel, mais on essaye de faire une étude de marché, de regarder un petit peu les différentes contraintes et voir un petit peu si c'est une bonne idée, on va dire. Ensuite, en analyse fonctionnelle, ça permet d'écrire un petit peu l'architecture de logiciel, quelles sont les grandes fonctions, le lien entre les fonctions, et d'identifier un petit peu ce qu'on va mettre ou pas dans ce logiciel. Et troisième phase dans cette phase conceptuelle, c'est l'analyse organique. On va rentrer plus dans le détail dans l'architecture. On va définir toutes les variables, les fonctions de l'application, les relations, les boîtes de dialogue, etc. Donc on va commencer à valider un langage de programmation pendant cette phase. Deuxième phase, ça va être la phase de production avec à proprement parler la programmation, donc des lignes de code, on va dire, et ensuite des tests, des jeux d'essai. Et donc ça va être très important avant la dernière phase de mise à disposition où on va entre autres mettre à disposition une documentation et une formation éventuelle ou un suivi de logiciel, donc une fiche de suivi. Alors qu'en est-il du coup de différentes phases et des frais qui sont liés par rapport au coût de production? Voici un petit peu ce qu'il en est. Donc, au niveau de la phase conceptuelle, majoritairement, c'est de la phase de recherche. Donc, on est sur des charges. Sur la partie analyse organique, en fonction de l'avancée et du détail de l'architecture du logiciel, on va avoir la possibilité, dans certains cas, de considérer que c'est du coût de production. La phase de production, c'est du coût de production. Et dans la phase de mise à disposition de l'utilisateur, la documentation fait partie, les frais qui sont liés à l'étape documentation font partie du coût de production, alors que la partie formation de l'utilisateur, suivi du logiciel, ça va rester des charges, puisque c'est quelque chose en fait, qui va se reproduire tout au long de l'année et qui, par définition, n'aura pas une durée de vie supérieure à 1 an. L'analyse pour les sites internet actifs est un petit peu différente, puisqu'on ne va pas se retrouver forcément dans cette différentes phases au niveau du site. On va rester toujours sur l'idée qu'on prend en considération les frais de développement. Maintenant, on a vu précédemment qu'il y a un certain nombre de frais annexes qui étaient liés au site internet, et on va voir en particulier que l'obtention et l'immatriculation d'un nom de domaine va pouvoir être intégré dans le coût de production d'un site internet, de même que tout ce qui est acquisition de matériel, de logiciels nécessaires à ce site internet, tout ce qui est développement, acquisition de commandes, de codes, de logiciels qui intègrent et qui sont nécessaires pour mettre en place ce site internet, la réalisation de la documentation technique, et enfin tous les frais qui vont être induits par la mise en ligne de ce site et l'expédition entre guillemets de ce site à notre hébergeur. Voilà. Mais on garde vraiment comme idée, que ce soit pour un logiciel ou pour un site internet actif, qu'on va activer, c'est-à-dire qu'on va considérer comme une immobilisation incorporelle les frais de développement et non pas les frais de recherche. Point de vue de la comptabilisation, en fait, généralement, ce temps de production est pas forcément inclus exactement dans un exercice comptable, et on va se retrouver à l'inventaire avec une production en cours, et il faut être capable d'enregistrer cette production en cours. Donc à l'inventaire, il faut enregistrer un en cours de production. Le principe étant que vous avez généré un certain nombre de charges, et l'idée c'est que ces charges, vous devez les compenser au compte de résultat pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur votre résultat, et en contrepartie les faire apparaître à l'actif, donc dans un compte d'immobilisation. Donc on va faire rentrer nos travaux en cours en immobilisation. Comme c'est pas fini, on va le mettre dans un compte d'immobilisation en cours, 232, immobilisation incorporelle en cours, pour la partie de ce que vous avez dépensé, identifié sur l'exercice en question. Et pour compenser de toutes ces charges dans votre compte de résultat, vous allez enregistrer un produit. C'est une immobilisation, une production immobilisée incorporelle pour le même montant. Évidemment, quand vous avez fini votre site internet ou votre logiciel, il faut que tout soit intégré complètement dans votre actif et non pas en actif en cours. Voici ce qui se passe donc à la livraison. Alors souvent, on n'a pas fini de produire, donc on retrouve une partie de production immobilisée incorporelle pour la partie N+1, et puis cette fois-ci on fait bien rentrer dans le fameux compte 205 concessions et droits similaires, etc., la valeur de notre logiciel ou de notre site internet pour le coût de production total. Donc si on est ici sur 2 exercices, celui qui était en cours en N et celui qu'on vient de finir en N+1.
Cette vidéo sur la comptabilisation des logiciels et sites internet est donc terminée. C'est du niveau DCG 10 de la comptabilité approfondie pour ceux qui s'intéressent. D'autres vidéos à venir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à bientôt.